Bonsoir. Dans l'actualité, ce nouveau drame qui frappe la communauté sénégalaise de Palma de Majorque, aussi en Espagne. Abdoulaye Mbengue a été renversé par un véhicule alors qu'il tentait d'échapper à un policier. À sa poursuite, le marchand ambulant est originaire de Tchowaré. Tchowaré est une localité à 4 km de Pire. La grève de 48 heures des médecins du SAMES, le syndicat autonome des médecins du Sénégal, exige de l'État le respect des accords de 2010 et l'ouverture de négociations sérieuses selon ces termes. La taxe de 3% en plus sur les produits importés. L'UNACOIS Diapo boycotte la rencontre de ce lundi avec la direction des impôts et domaines. L'Union nationale des commerçants et industriels reproche à la DGID de ne pas avoir respecté les préalables pour parler. La page des sports de Mamfatou Ndoye avec cette sanction de la Fédération sénégalaise de football qui frappe Badara Mamayassène, le président de la commission centrale des arbitres, suspendu pour avoir paralysé la tenue de certaines compétitions locales. En fin d'édition, le directeur de la législation et du contentieux de la direction des impôts et domaines sera avec nous. Ce drame en Espagne, dans la localité de Palma de Majorque. Abdoulaye Mbengue, sénégalais d'une trentaine d'années, renversé par un véhicule alors qu'il tentait d'échapper à un policier. À sa poursuite, le marchand ambulant est originaire d'une localité à 4 km de Pire, Tchowaré. C'est un fils unique. La mairie de Palma de Majorque et les responsables de la police locale ont octroyé une enveloppe de 500 €, soit un peu plus de 300 000 francs CFA à la communauté sénégalaise sur place. La communauté qui rassemble à l'heure actuelle des fonds pour le rapatriement de la dépouille de Abdoulaye Mbengue. Demain, les Sénégalais de la ville espagnole battent le pavé de la place d'Espagne pour dénoncer, disent-ils, le traitement peu respectueux dont il ferait l'objet de la part de la police locale. Retour chez nous avec cette grève de 48 heures décrétée par les médecins du syndicat dénommé SAMES, le syndicat autonome des médecins du Sénégal, qui exige de l'État le respect des accords de 2010 et l'ouverture pour reprendre l'organisation des négociations sérieuses à l'hôpital Alioune Diagne Fatou Kiné Deme. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal, SAMES, est catégorique. Ces professionnels de la santé exigent l'application du protocole d'accord signé en 2010. Nous sommes de la hiérarchie A spéciale. Nous avons tenu à ce que nous soyons au même pied que ceux qui sont dans cette hiérarchie. Et ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que même ceux qui sont au niveau d'une hiérarchie inférieure sont traités bien mieux traités que nous. Le deuxième point, c'est quoi? C'est l'indemnité de spécialisation qui soit octroyée aux universitaires. Et ça, c'est important, parce que ce sont ces universitaires qui nous ont enseigné cette spécialisation, que ce soit au niveau périphérique. Les médecins, s'ils sont affectés, on doit tenir compte de certains facteurs. Le quatrième point, c'est les situations de Touba et au niveau des districts sanitaires de Louga. Comme prévu, ils ont paralysé le secteur, excepté les urgences. Parmi les structures sanitaires concernées, l'hôpital Fann. Tout ce que nous avons tenu à faire, c'est en tout cas d'assurer le service minimum, aussi bien au niveau des services d'accueil pour les urgences qu'au niveau de l'hospitalisation pour les malades qui sont chez nous, hospitalisés chez nous. Certaines personnes dénoncent la grève tout en interpellant les autorités sur la question. Nul ne peut résister à la douleur. Les médecins doivent assister les patients. La grève n'est pas une solution. En revanche, les autorités doivent réagir parce qu'aussi c'est leur travail. Les médecins ont des charges, des besoins à satisfaire. Concernant la suite à ce débrayage, le SAMES ne s'est pas prononcé. En revanche, les autorités sont alertées pour une solution rapide à la situation. Le programme national de lutte contre le paludisme met le cap sur 2015. À l'arrivée, le taux de prévalence de la maladie devrait baisser significativement. Le PNLP a rencontré la presse ce matin. Conférence de presse en prélude à la journée mondiale de lutte contre le palud. Ce sera jeudi prochain à Tambacounda. Tambacounda, l'une des zones les plus touchées.
Un taux de prévalence inférieur à 3% d'ici l'horizon 2015 est le principal objectif du programme national de lutte contre le paludisme. Et pour cela, un plan stratégique qui vise l'accélération du contrôle du paludisme en vue de sa préélimination. C'est un objectif assez ambitieux, mais nous pensons que nous pouvons l'atteindre au vu des résultats que le programme a obtenus ces 5 dernières années. Notamment une baisse drastique de la morbidité qui est passée de plus de 22% à moins de 4%. La journée mondiale de lutte contre le paludisme est prévue ce 25 avril. Le Sénégal compte la célébrer à Tambacounda. Le choix de cette région n'est pas fortuit. Nous avons identifié les zones qui posent encore problème, notamment les régions du sud-est. Ce choix découle du fait que Tambacounda constitue l'une des régions les plus prioritaires par rapport aux régions défavorisées dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Mais aussi, c'est une région où toutes les interventions à efficacité prouvée sont en train d'être mises en œuvre. Cette année, pour innover, le PNLP a élaboré de nouvelles techniques d'intervention où tous les secteurs seront impliqués. La stratégie école est une stratégie innovante parce qu'aujourd'hui, le partenariat fort qui existe entre nous et le ministère de l'Éducation nationale a montré que les élèves sont un bon vecteur de communication parce que c'est des acteurs qui peuvent véritablement apporter des changements dans les familles, parce que dans chaque famille il y a un élève. Investir dans l'avenir, vaincre le paludisme est le thème de cette année. La journée mondiale de lutte contre le paludisme est une occasion pour consolider les acquis, mais aussi faciliter la protection des populations, surtout dans les zones à forte densité et dans les zones à forte endémicité. Question d'impôt, cette taxe de 3% qui divise le monde économique au Sénégal. La direction des impôts et domaines a rencontré les acteurs économiques ce matin sans l'UNACOIS Diapo. L'UNACOIS, l'Union nationale des commerçants industriels du Sénégal, a boycotté la réunion d'échange Adiatala Diafaraba sur les principales raisons. L'UNACOIS Diapo opte la politique de la chaise vide à la rencontre entre les acteurs économiques, les consommateurs et les agents de l'État. La direction des impôts et domaines minimise. Malheureusement, nous déplorons aujourd'hui l'absence de l'UNACOIS. L'UNACOIS n'est pas venue, alors qu'en principe, c'est elle qui devrait normalement être là comme actrice principale des concertations, et n'est pas venue. Que la direction générale des impôts et des domaines, elle est transparente. Cette transparence a voulu que nous convions toute la presse à assister même à la salle aux discussions qui ont eu lieu. Les techniciens du ministère des Finances recadrent le débat sur la taxe des 3% qui a toujours existé. Ils rassurent en outre les populations qu'une hausse de prix de certaines denrées n'est pas à l'ordre du jour. L'accord BIC n'est pas un impôt aggravant de la fiscalité. C'est un acompte comme son nom l'indique, c'est un acompte que vous payez au cordon douanier et que finalement, si vous avez par exemple réalisé un bénéfice qui est inférieur à cet acompte-là, l'État vous le rembourse ou vous le crédite dans l'impôt à payer dans les 3 prochaines années. Il ne doit pas y avoir de risque d'augmentation de prix parce que si c'était une augmentation de la TVA ou des droits de douane ou des taxes spécifiques ou des droits d'assises, le risque là serait évident. Les consommateurs et autres opérateurs économiques présents à la réunion restent sceptiques et invitent les commerçants au sens de la responsabilité et du patriotisme. Je ne suis pas rassuré à 100%. Quand on regarde la liste des articles concernés, le ministère du Commerce n'encadre pas le prix de ces produits-là. D'où ma crainte que le consommateur, que l'importateur répercute sur une boîte d'allumettes par exemple, l'avance qu'il a eu à consentir au niveau du cordon douanier. Il y a pas mal de pays aujourd'hui où le non-paiement des impôts est considéré comme un crime. Donc ils devaient avoir l'esprit civique, venir et payer leurs impôts. Et ne pas avoir tendance à déformer les propos de la Direction générale des impôts et domaines. La DGID compte poursuivre les discussions pour arrondir les angles et dissiper les nuages de l'incompréhension, malgré la réticence de l'UNACOIS.
Une réunion d'explication, mais également de mise au point au sujet de ces 3%, mais également de façon globale. Les 3%, chiffres qui représentent l'acompte sur impôt assis sur les bénéfices des opérateurs économiques qui ont pris part. Vous les avez vus dans ce sujet d'Adiatala. Des consommateurs aussi. L'UNACOIS Diapo absente, faute de respect de préalable aux yeux de ses membres qui maintiennent leur position. Qui dit partenariat, donc dit les deux parties. Donc on a constaté qu'aujourd'hui, ils ont décidé d'augmenter une taxe donc, de 3% sur les produits importés par les commerçants sans concertation avec l'UNACOIS. Et aujourd'hui, ils ont appelé une réunion pour nous informer. Nous, on n'a pas trouvé si nécessaire pour y aller. Nous, ce que nous demandons, ou bien ce que nous voudrions, c'est de nous appeler en concertation, en discussion, essayer de voir ce qui est vraiment avantageux pour les commerçants, avantageux pour le pays, avantageux pour le gouvernement. Là, nous sommes d'accord. Mais venez, on va vous informer, ça et ça et ça. On a dit non, ce n'est pas nécessaire d'y aller. C'est pour cela qu'on a décidé de ne pas y répondre. L'entretien éclair en fin d'édition avec le directeur de la législation et du contentieux de la direction des impôts et domaines et qui nous éclaire à ce sujet. Partenariat public-privé, des sessions de formation sont en cours à Dakar. Elles regroupent plus d'une centaine de participants. L'idée étant d'accompagner les décideurs économiques à la structuration de projets. La rencontre ouverte ce matin prend fin le 26 avril. Écoutez. Nous avons organisé ce séminaire à la réponse du gouvernement du Sénégal qui a voulu qu'on vienne partager l'expérience réussie des partenariats publics-privés au Sénégal et aussi afin de transmettre des connaissances d'autres pays. Donc le gouvernement du Sénégal a passé la loi CET. Il y a un premier projet qui a été structuré sur cette base, mais ils veulent qu'il y ait d'autres projets avec la participation du secteur privé au Sénégal. Nous avons plus de 100 participants, environ 140, et le but c'est qu'ils aient des connaissances pour pouvoir à un moment donné participer à la structuration des projets. Donc c'est un atelier de formation et ce serait notre but, qu'à la fin les gens puissent pouvoir participer dans la structuration des projets. Audit physique et biométrique des agents de l'État, la commission nationale chargée des cas douteux a été installée cet après-midi. Les contentieux concernent 10 800 agents de l'État. Le ministre de la fonction publique annonce la fin des vérifications pour dans 2 semaines. Écoutez-le. La commission chargée du traitement des cas de contentieux a été mise en place par arrêté du ministre de la fonction publique et est présidée par le représentant du vérificateur général, monsieur le vérificateur général adjoint, monsieur l'inspecteur général d'État, monsieur François Collin. La commission nationale qui a été mise en place va travailler sur une plateforme qui sera connectée directement avec l'ADIE pour assurer au travail le maximum de sécurité, le maximum de confidentialité. Parce que vous savez que c'est des questions particulières et certaines questions même relèvent du secret. Et sur cet aspect, on a choisi des personnes compétentes qui sont habituées à travailler avec les dossiers confidentiels pour pouvoir faire gérer cette étape-ci du processus. Marche autorisée du Parti démocratique sénégalais. Demain, ce sera dans l'après-midi à Dakar. Les libéraux réclament la libération de Karim Wade. L'ancien super ministre sous Wade, son père, est en prison dans le cadre de l'enquête sur l'enrichissement illicite et les biens mal acquis. L'affaire qui porte sur près de 700 milliards de francs CFA. Par ailleurs, dans le cadre de cette enquête toujours, Djibo Leïtika appelle l'État du Sénégal au respect de la décision de la CEDEAO. Le secrétaire général du Renouveau démocratique était en tournée dans la communauté rurale de Tcharni. Tcharni, c'est dans le département de Linguère. Écoutez-le. Je ne sais pas pourquoi il polémique avec la CEDEAO. C'est dommage que l'État polémique avec une organisation comme la CEDEAO, qui est une cour de justice indépendante, dont les arrêts sont non possible recours. C'est définitif. Qu'il existe sans honte pour qu'il est en état de droit au Sénégal, un état de droit. C'est droit. La Cour a rendu un arrêt qui remet en cause le fondement légal de décision de sortie du territoire. C'est illégal. Ils ont dit qu'ils ont notifié. Ce n'est pas une question de fondement légal. En tout cas, dans notre pays, dans ce qu'il exécute l'arrêt de la Cour de la CEDEAO, que tout le monde soit à l'aise.
Sommet de la francophonie, Dakar accueille la 15e édition avec cette singularité. Elle coïncide avec la fin du mandat de Abdou Diouf, le secrétaire général de l'organisation, par ailleurs ancien président de la République du Sénégal. Le ministère des Affaires étrangères a abrité ce matin une rencontre sur la route de ce sommet 2013. Dakar prépare activement la 15e édition du sommet de la francophonie prévue en novembre 2014. Une réunion s'est tenue dans la capitale entre autorités sénégalaises et françaises pour bien préparer l'événement. Le Sénégal répondait complètement positivement, c'est-à-dire que la vitalité démocratique, la stabilité du pays, et puis il y a à la fois Senghor et puis il y a le départ de Diouf, enfin c'est du président Diouf, fait que tout ça, ça a été des plus. Mais j'aimerais vous dire que quand même le Sénégal a été choisi à l'unanimité. Ce sommet des chefs d'État africains sera une bonne occasion de se pencher sur les questions qui bloquent l'envol de l'Afrique francophone. La femme africaine sera également à l'honneur lors de ce sommet. Qui est un thème émergent, extrêmement important, la situation des femmes dans l'espace francophone et au-delà, avec d'autres sous-thématiques également porteront sur la jeunesse, parce que le sommet va se tenir dans un contexte sous-régional et régional dont nous ne connaissons pas encore aujourd'hui les contours, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans des pays comme le Mali, dans un an et demi, une situation qui peut évoluer, ce qui peut se passer dans la sous-région, mais le contexte va beaucoup déterminer et marquer ce sommet de la francophonie. Le gouvernement du Sénégal, avec l'appui de la France, profitera de l'organisation de ce sommet de la francophonie pour avoir son centre international de conférence. Au Sénégal, nous n'avons pas de centre international de conférence. Nous n'avons pas de centre international de conférence. Dans certains pays, dans la sous-région, au Mali, vous avez un centre international de conférence de Bamako. Et dans d'autres pays, en Guinée équatoriale et ailleurs. Mais au Sénégal, on n'a pas un centre dédié à l'organisation des conférences internationales. Et c'est pourquoi le président de la République a voulu profiter de l'organisation du sommet de la francophonie pour construire un centre de conférence internationale moderne, digne de ce nom, à même ultérieurement d'accueillir de grandes conférences internationales. La France et le Sénégal ont déjà pris les devants pour une bonne organisation de l'événement. À cette occasion, la ministre déléguée de la francophonie a visité le site devant abriter le centre international de conférence de Diamniadio. Le ministre de la Culture à l'écoute de la population de Sédhiou, dans le sud du pays, Abdoulaziz Mbaye, dit avoir pris bonne note des doléances du monde culturel de la localité, entre autres un centre culturel régional moderne. Le ministre a effectué le déplacement, c'est dans le cadre de sa tournée. Tiens, Laurent Mendy, Bakary Conté. Plusieurs activités ont été menées lors de cette tournée. Le ministre de la Culture a tenu un CRD spécial. Il a aussi visité les différents sites historiques qui sont en dégradation très avancée. Il y a un manque criard d'infrastructures culturelles dans le Pakao. Le problème de l'infrastructure à Sédhiou est un grand problème. Le problème de la formation est un grand problème pour les acteurs culturels ici. Et le problème surtout que j'ai su voir à travers la visite du fort tout à l'heure et permet de comprendre qu'il y a un patrimoine culturel ici à valoriser. Quand vous visitez la mosquée de Sédhiou, quand vous visitez la préfecture, quand vous visitez différents endroits, vous voyez qu'il y a énormément de bâtiments qui viennent d'un temps ancien, mais qui sont un potentiel formidable pour développer des centres d'activité culturelle qui sont là. Et je recommanderais au centre culturel ici de travailler avec les différentes personnes, différentes équipes, différents groupements pour essayer de voir dans quelle mesure on peut rénover un certain nombre de bâtiments pour les mettre à la disposition de la jeunesse. Le ministre a reçu un chapelet de doléances dans tous les secteurs. Les jeunes ont réclamé la construction d'un stade moderne. Dans le département de Goudomp, les populations de Maka ont demandé la réhabilitation du barrage de Diop-Kounda-Maka qui avait cédé lors de l'hivernage dernier. Abdoulaziz Mbaye a offert 2 concerts gratuits aux Sédhiouis.
Manfrotouloy, bonsoir. Bonsoir Khalifa. La page des sports, c'est dans un instant avec cette suspension du président de la Commission centrale des arbitres. Tout à fait, Badara Mamayasen, le développement dans quelques instants. Alors tout de suite, un récit de l'actualité internationale, Ibrahim Kamara. Au Nigeria, des dizaines de personnes ont été tuées dans des affrontements entre l'armée nigérienne et des islamistes. Les affrontements ont eu lieu dans un village de pêcheurs appelé Baga, au nord-est du pays. Le groupe islamiste Boko Haram serait basé dans ce village. Les violences ont éclaté lorsque l'armée a encerclé une mosquée où des islamistes armés se seraient réfugiés, ce qui a poussé les habitants à fuir la localité. Le gouvernement pakistanais a affirmé ne pas avoir le mandat de juger l'ex-président Pervez Musharraf pour trahison, comme le demandent des avocats hostiles à l'ancien dirigeant militaire rentré récemment d'exil. Musharraf est aussi mis en cause par la justice dans plusieurs affaires, notamment les meurtres du chef indépendantiste de la province Baloutchistan, Akbar Boukti, et l'ancien premier ministre Benazir Bhutto. Les Ivoiriens se sont peu mobilisés pour des élections municipales et régionales boycottées par le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Il n'y a pas eu une grande affluence, a indiqué la commission électorale indépendante, estimant que la participation pourrait se situer de 30%. Malgré quelques incidents, ce double scrutin s'est déroulé dans le calme. Bonsoir. Alors, nous en parlions tout à l'heure, tu en parlais tout à l'heure, Badara Mamayasen et Amadou François Gueye suspendus pour 2 ans par la Fédération sénégalaise de football. Les 2 dirigeants du corps arbitral coupables d'insubordination à l'autorité fédérale, le président et le vice-président de la commission centrale des arbitres, accusés d'avoir paralysé la tenue de compétitions locales, notamment en National 1, dans les régions de Diourbel et de Tambacounda. Conséquence des dépenses imprévues estimées à près d'1,5 million ont été faites, notamment pour les déplacements des clubs. Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, revient sur cette suspension. Donc de prendre des mesures disciplinaires vis-à-vis des 2 intéressés, comme nous le permet l'article 15 de nos statuts. Et à partir de cet instant, le comité d'urgence a décidé de suspendre Badara Sen et Franky Gueye pour 2 ans. Donc l'article 15 prévoit la possibilité de confirmation de cette décision par l'Assemblée générale. Mais il faut savoir que le comité d'urgence est l'émanation du comité exécutif. Et d'après l'article 47, en cas d'urgence, puisque c'est le cas, nous veillons à ce que les choses aillent le plus vite, reviennent le plus vite à la normale, entre 2 réunions du comité exécutif. Voilà, Augustin Senghor, et justement, durant ce comité exécutif, la FSF a pris la décision de remplacer la CCA par la DNA, la Direction nationale des arbitres. Le président de la FSF, qui n'a pas manqué de souligner le paradoxe de démissionner d'un comité exécutif et de vouloir rester à la tête de la CCA, faisant bien sûr référence à Badara Mamayasen, dont nous attendons la réaction sous peu. Nous parlons de football, cette fois-ci sur le terrain. 6e journée en retard du championnat de Ligue 1, le Casa Sport qui chute à domicile devant Yego, battu sur le score d'1-0. L'unique but de la rencontre est l'œuvre de Mohamed Sen qui a marqué à la 76e minute, un match qui s'est joué hier au stade Aline Sitoé Diatta. On parle à présent de la Ligue 2 sénégalaise qui a joué ce week-end sa 9e journée. Dans la poule B, la vieille dame s'est inclinée face à Teungueth FC et se retrouve lanterne rouge dans le championnat avec seulement 5 points engrangés jusqu'ici. Du côté du club rufisquois, l'entraîneur décline les stratégies mises en place alors que le coach de la GIA invite ses poulains à travailler davantage. Nous écoutons les 2 entraîneurs au micro de Chartidiane John. On a fait un milieu de 4 en mettant des extérieurs parce que nous savions que la Jeanne d'Arc allait travailler en largeur et pour justement infiltrer ces milieux de terrain dans nos intérieurs pour aller faire le but. Donc j'ai mis un 6 balayeur qui a beaucoup contribué au schéma et qui a stabilisé le milieu, qui nous a permis de placer des comptes pour marquer des buts. Je crois que c'est l'entraîneur qui doit assumer. Je n'ai pas l'habitude de transfert
un échec à un dirigeant ou à un jour, je pense que nous avons l'obligation quand même de continuer à travailler pour quand même faire sortir de cette équipe, qui est une grande équipe, qui a des problèmes difficiles. Mais je pense que si tout le monde se mobilise pour que cette équipe au moins se maintienne, je crois que ça ira quand même. Ligue 2 toujours dans la poule A, cette fois-ci, première victoire de la saison du Niambour de Louga face à l'AS HLM, 2-0 depuis l'arrivée du coach Abdou Karim Badi Krimo, 3 points qui arrivent à point nommé puisque les HLMois sont désormais deuxième au classement de cette poule A. Nous écoutons justement l'entraîneur de Niambour. En début de mercato, je n'ai même pas fait encore 2 mois avec l'équipe, donc il nous faut encore du temps. Et je demande tout simplement qu'on nous donne plus de sérénité autour de l'équipe pour qu'on puisse travailler. On a eu 2 nuls avec une victoire. Il y a une évolution, il y a une progression. Maintenant, tout ce qu'on demande, c'est qu'autour de l'équipe, qu'il y ait une sérénité et qu'on puisse travailler pour pouvoir asseoir quelque chose encore de plus solide. Football européen, on en salive déjà, donc avec la Ligue des Champions, le Bayern de Munich qui sera opposé au FC Barcelone en demi-finale de cette prestigieuse compétition européenne des clubs. Le Borussia Dortmund performant contre le Real en phase de groupe il y a encore quelques mois, va de nouveau le croiser dans le dernier carré mercredi. Alors des rencontres palpitantes annoncées qui vont attirer toute la planète foot. La réflexion de Abdoukhadr Mbakiesek. Les chocs des demi-finales de la Ligue des Champions sont prévus ce mardi et mercredi en Allemagne. Le premier match va opposer le Bayern de Munich au FC Barcelone. Cette rencontre va être particulièrement suivie par Pep Guardiola, ancien entraîneur catalan et futur technicien du club bavarois. Le Barça n'a jamais perdu dans une double confrontation face à une équipe allemande. Le challenge sera de taille pour les coéquipiers de Franck Ribéry s'ils veulent voir Wembley en mai prochain. Toni Kroos et Mario Mandzukic seront absents côté allemand. Quant aux Catalans, Lionel Messi s'est entraîné avec le groupe. L'autre match verra le Borussia Dortmund défier le Real Madrid. Même si les Madrilènes sont favoris, il ne faut pas oublier que les hommes de Jürgen Klopp avaient battu le Real Madrid par 2-1 avant de réaliser un nul magnifique au Santiago Bernabéu en phase de groupe. Les deux géants espagnols joueront à domicile au match retour prévu le 29 et 30 avril. Ils partent ainsi avec un léger avantage. Et puis pour terminer du basket, la finale de la Coupe Saint-Michel, un remake de la finale de l'année dernière, puisqu'on retrouve deux équipes, Duc et Mermoz, qui se sont imposées respectivement en demi-finale contre Douane, 60-58 et Saltigué, 55-50. Et puis dans cette actualité du basket, toujours après Pouidit Aya, élue présidente de la zone 2 regroupant 9 pays à l'issue de la réunion du bureau, c'était samedi dernier à Bamako. Aya qui vient d'arriver d'ailleurs à l'aéroport Léopold Sédar Senghor pour tenir une conférence de presse. Khalifa, nous aurons l'occasion d'y revenir. Excellente semaine, ma reine des sports, Mafatou Ndoye. Merci d'avoir été avec nous. Et puis l'entretien éclair, c'est dans quelques instants avec monsieur El Hadji Ibrahim Diop, c'est le directeur de la législation et du contentieux de la direction des impôts et domaines. Nous abordons essentiellement ce soir cette pomme de discorde, cette question de la taxe de 3%, taxe controversée, une question qui divise les opérateurs économiques. Monsieur Diop, bonsoir. Bonsoir, monsieur Diakhaté. Alors d'abord, expliquez aux téléspectateurs cette pomme de discorde. En quoi cela consiste, cette taxe de 3% tant controversée? Alors, tout d'abord, il convient d'apporter une précision. Il ne s'agit pas d'une nouvelle taxe. Oui, bien sûr. Il s'agit donc d'une modalité particulière de prélèvement d'un impôt personnel dû par le commerçant. Cette taxe a fait l'objet donc d'une directive de l'UMOA donc depuis 2001 que les États étaient tenus donc de transposer dans leur droit interne. Donc en particulier, le Sénégal était tenu donc d'inscrire ça dans sa charte, dans son code général des impôts. Mais cela a tardé. Ça a tardé, je peux le dire, mais je peux quand même préciser qu'on en avait des raisons. Les raisons en étaient que 10 années auparavant, en 91 ou 92, le Sénégal avait adopté, et il était le seul à avoir adopté ce qu'on avait appelé à l'époque une taxe d'égalisation. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce que je peux dire, c'est que cette taxe ne pouvait pas cohabiter avec la compte BIC.
La raison pour laquelle cet acompte BIC avait été unanimement, comment dirais-je, retenu, c'est que en fait c'était un moyen, un levier très important, très efficace de lutter, de prévenir et de lutter contre la fraude. Très bien. Donc il y a certainement, il y aurait eu mauvaise foi s'il le savait, ou absence de contrôle, ou vide simplement. Je dois dire que, en fait, au niveau de la composante secteur informel, bien entendu, il y a des contribuables, comme dans tous les domaines, qui sont vertueux, qui respectent les règles du jeu. Il y en a qui payent, il y en a d'autres qui ne payent pas. Mais malheureusement, comme dans d'autres domaines, il y en a qui ne paient pas. Et justement, le moyen efficace de mobiliser des recettes en vertu du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, nous avons pensé que cet acompte, le moment était venu de l'instituer. Alors, en plus du fait également que cette réforme fiscale poursuit un objectif fondamental, et nous n'allons pas nous cacher derrière le petit doigt, une réforme fiscale efficace, c'est celle qui permet de mobiliser le plus de ressources possibles pour permettre à l'État de faire face à ses missions. Vous avez tout de même une part de responsabilité pour avoir laissé traîner. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure de mauvaise foi ou simplement de manque d'information. Je pense que peut-être qu'il ne saurait s'agir de manque d'information, parce que le choix a été fait de nous concerter. La concertation étant une composante fondamentale de notre démarche de conception, d'élaboration et de rédaction donc de nos lois fiscales, en même temps que pour l'ensemble des politiques publiques, parce que telle est la voie de la rénovation et de la bonne gouvernance. En tout cas, dans le domaine fiscal, la norme fiscale fait l'objet de discussions en amont. Mais c'est une fausse pression qu'ils sont en train d'exercer. Nous n'avons pas compris. C'est pourquoi d'ailleurs j'ose espérer qu'il s'agit d'un malentendu, parce que il est clair qu'il est inconcevable et inacceptable qu'une personne physique ou une société puisse vouloir faire prendre en charge ses impôts personnels par la collectivité, par le corps social. Et quel est le problème? Du coup, c'est à se demander si véritablement ces opérateurs, notamment l'UNACOIS, ont été suffisamment impliqués dans la conception de cette réforme fiscale. Nous les avons en tout cas associés depuis le départ, donc depuis 3 ans que nous avons démarré. Ou pas? Bien entendu. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que nous, notre démarche participative et inclusive nous a poussé jusqu'à aller au niveau de leur siège. Toute l'équipe de direction de la direction générale s'est déplacée au niveau de leur siège pour discuter pendant toute une après-midi en fait de cette réforme fiscale, en plus d'autres initiatives que nous avons prises. Quand est venu le moment de boucler et de commencer à dérouler le processus décisionnel, nous avons également mis à leur disposition le draft. Alors, que dit le draft? Il s'agit donc d'un acompte, c'est une modalité de percevoir l'impôt dû au titre des bénéfices qu'ils auront réalisés. C'est la raison pour laquelle nous estimons que nous ne pouvons pas faire de confusion, encore moins d'amalgame, entre des impôts dus par un commerçant parce qu'il a une obligation de contribuer aux charges publiques, mais par rapport aux autres impôts qui sont des impôts dits de consommation, au rang desquels nous pouvons citer les droits de douane, la TVA et certaines taxes spécifiques. Monsieur Diop, certainement, puisque vous avez été un peu brutal dans l'application, subitement. Mais comment peut-on le dire dans la mesure où depuis 3 ans on discute? Donner un délai Non, mais en fait, je pense que pour tous ceux qui ont suivi le processus doivent pouvoir vous confirmer que nous avons discuté de contribution globale unique. Question chère à cette composante de la communauté des affaires. La contribution globale unique, c'est un peu l'impôt synthétique qu'on réclame aux entreprises n'ayant pas réalisé 50 millions. En définitive, c'est une pure mauvaise foi. Vous êtes en train Donc, cela veut dire que ça, c'est un bon coup, un bon point qui est extrêmement avantageux et il ne manque pas d'ailleurs de saluer la mesure. Mais l'autre chose également qu'on ne dit pas, c'est que cet acompte BIC, nous l'avons mis en place. Pourquoi? Parce que l'option que les autorités de l'État ont retenue dans le cadre de cette réforme, c'est d'aller vers une tendance à la baisse. Quand
quand on parle de la baisse de l'impôt sur le revenu, généralement on pense aux salariés. Ben justement, ils disent craindre justement qu'il y ait une répercussion sur les denrées. Mais justement, parce qu'encore une fois, c'est tout le sens du débat autour des impôts directs, des impôts sur le revenu et des impôts sur la consommation. Donc c'est une manipulation de l'opinion, vous êtes en train de dire. Encore une fois, j'ose espérer, parce que tout de même, nous les connaissons de bonne foi. Et c'est la raison pour laquelle nous avons estimé que peut-être que la réponse que nous donnons aujourd'hui, c'est faire de la pédagogie. Est-ce qu'ils ont de bonnes raisons de craindre ces hausses qui vont probablement venir sur les denrées? Non, mais encore une fois, ce ne serait pas légitime. Oui. Parce que c'est un impôt, comment, à moins d'admettre effectivement que l'impôt du fraudeur soit payé par le contribuable honnête, il est impensable un seul instant que l'impôt personnel dû par un commerçant, parce que c'est un impôt tout de même qu'on doit payer au même titre que les impôts qu'on retient à la source sur vos salaires. C'est la raison pour laquelle nous... Voilà, justement, nous sommes un peu rattrapés par le temps. Donc, dernière question, vous le disiez, ça ne concerne pas que les salariés. Il y aurait des sommations envoyées à des pères de famille, à des personnes physiques pour payer les impôts, cela s'avère? Oui, les impôts, on doit toujours les payer parce que le législateur estime que le contribuable est toujours de bonne foi. Donc, il doit souscrire spontanément, faire sa propre déclaration. Donc ces sommations existent. Mais c'est faute si un contribuable, malgré tout, ne respecte pas cette obligation, cette règle du jeu, naturellement... Donc vous en avez envoyé des sommations à des pères de famille? C'est coutumier. Très bien. Mais encore une fois, ça ne saurait concerner que les contribuables qui résistent par rapport à une obligation. Il faudrait y contribuer. Absolument. Même le propriétaire qui a des locataires devrait payer. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas une seule source de revenus qui ne doit faire l'objet d'une imposition. Monsieur El Hadji Ibrahima Diop, directeur de la législation et du contentieux de la direction des impôts de Domaines. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonne semaine. Bonsoir sur TFM.